Bonjour Denis, merci de nous recevoir dans ce cadre magnifique. Alors, tu étais d'abord agriculteur, c'est ça, puis apiculteur. Quelle est ta carrière, un bref historique? Alors oui, donc moi, en fait, j'étais dans l'enseignement agricole, ce qui m'a conduit à la suite de mon diplôme, à travailler en arboriculture, parce que j'étais très intéressé par les arbres. Et j'ai travaillé donc 10 ans en tant qu'ouvrier en arboriculture. Et bien sûr, à l'époque, avec tout notre l'enseignement que l'on avait, c'était surtout un enseignement pour le productivisme. Et pour ça, on avait des techniques soi-disant performantes de passage de pesticides pour avoir des fruits les plus beaux possibles et les plus commercialisables possibles. Et du coup, j'ai utilisé beaucoup de pesticides à cette époque-là. Voilà. Donc après, j'ai senti que les pesticides, c'était pas forcément très bon. J'ai senti dans mon corps. Je me tapais des fièvres après des journées de traitement. Et puis bon, j'avais quand même un doute malgré l'enseignement et puis l'ambiance, le contexte en fait qui disait que bon, le pesticide c'est pas si dangereux que ça. Mais quand même je sentais. Donc j'ai arrêté l'arboriculture après avoir fait quelques allergies, après quelques traitements. Et j'étais donc licencié pour inaptitude au traitement pesticides et je me suis installé en apiculture. D'accord. Alors, quelles informations et quelles représentations autour des pesticides, qu'est-ce que tu en savais? Qu'est-ce qu'on te disait de cela finalement? Ce qu'on me disait, c'est que les pesticides, c'était inévitable pour pouvoir avoir des rendements économiquement viables et que il n'y avait pas le choix. En fait, il n'y avait pas le choix, fallait passer par là. Et que tout ça, c'était contrôlé par des organismes genre ARS, des choses comme ça, comme quoi il y avait une toxicité, mais qu'elle était maîtrisée, en fait. Et qu'il n'y avait pas vraiment de danger pour l'homme ni pour l'environnement. Tout était maîtrisé par des scientifiques qui avaient mis ça au point, quoi. Après un parcours d'investigation médicale, Denis découvre qu'il a un cancer de la prostate lié aux pesticides. Alors, il y a forcément un impact sur ta vie quotidienne, ta vie personnelle, et bien c'est l'occasion d'en parler. Oui, c'est vrai que forcément avec la maladie, tu as des capacités physiques qui en prennent un coup, du coup tu as aussi psychologiquement une perte de confiance, tu sais plus trop comment gérer ta vie, est-ce que il faut t'écouter, est-ce qu'il faut forcer, ou écouter ton corps, capacité physique, beaucoup moins d'énergie, un cancer quand même ça pompe l'énergie, du coup tout ce qui est professionnel, j'ai abandonné parce que ça demande beaucoup d'énergie actuellement. Et puis à 60 ans, je me suis dit, ok, je laisse tomber le professionnel. Et puis, malgré que là-haut, ils nous disent, non, il faut continuer, moi je me suis dit, non, en tant que malade, j'arrête, quoi. Physiquement, étant plus faible, on se pose des questions par rapport aussi à l'implication dans la famille et puis le couple aussi qui forcément avec un cancer de la prostate pose beaucoup de questions par rapport à notre vie intime. Bien sûr la sexualité puisque quand on a une ablation de la prostate, eh bien, il y a des conséquences d'impuissance et c'est un peu le cas chez moi. J'ai un copain qui m'a dit que lui, non, il n'y a pas eu de conséquences, mais voilà, ça reste rare. Et du coup, on se pose beaucoup de questions par rapport à la vie qu'on menait avant, d'intimité avec ma femme. Et il y a une certaine perte de confiance. Et ça a des conséquences, quoi. C'est pas facile, effectivement, d'envisager une autre sexualité. Oui, c'est ça. On en parle. Voilà. Ça change, oui, ça change. Ça change du tout au tout, du jour au lendemain. Oui. Quasi, même si on s'y attend, qu'on est prévenu par le chirurgien. Mais c'est quand même brutal. Et
Et ça nécessite d'en parler, d'en discuter et puis de trouver une autre façon de vivre cette sexualité. Ouais. Les couples qui vivent la même chose, on sent qu'on a essayé de proposer d'en discuter ensemble. Et non, ça ferme en fait. C'est vraiment un sujet très tabou. Ça semblait pas être un problème majeur pour le chirurgien. En fait, on sent que c'est pas quelque chose qui les interpelle beaucoup, alors qu'en fait, ça devrait être vraiment discuté avec le couple et mis comme problématique au sein du couple au moment de la chirurgie, je trouve. Ouais. Ça, c'est les conséquences de l'intimité. Ensuite, voilà, c'est de retrouver l'énergie, d'autres façons de vivre, et puis arrêter de culpabiliser aussi par rapport à tout ce qu'on a vécu qui a entraîné cette maladie, sans toutefois que les sujets ne soient pas tabous, quoi. Que ce soit le sujet dépendre des pesticides, et puis du coup, finalement, tu es responsable, tu es coupable de ce qui se passe. Ok, mais dans quelle part la culpabilité, la responsabilité? De toute façon, la culpabilité, c'est toujours mauvais. Et la responsabilité, je pense qu'elle est grandement partagée par la société qui nous emmène dans un monde qu'on n'a pas forcément voulu, quoi. On voit bien qu'il y a un déni. Autant personnellement, on peut avoir un déni de ce qui nous arrive et du pourquoi ça nous arrive. Eh bien, dans la société, le déni, il est là aussi. On voit bien le monde médical aussi essayer, qui ne voit pas vraiment le lien entre les pesticides et puis les maladies, alors qu'elles sont épidémiologiquement prouvées. Moi, je veux bien rajouter quelque chose par rapport à la MSA, qui ne prévient pas les malades de la possibilité d'avoir un recours en justice pour pouvoir obtenir une indemnité liée à la maladie. Il y a des maladies professionnelles dans l'agriculture qui sont cancer de la prostate, Parkinson, certains lymphomes, Alzheimer. Il y en a certains qui sont dans les tableaux, donc bien reconnus. Et la MSA reconnaît ces maladies professionnelles. Il y a une institution qui s'appelle le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides et une commission de reconnaissance en maladies professionnelles qui instruit les dossiers. Ça passe pas forcément par la justice, mais la MSA n'informe pas les gens malades, c'est-à-dire leurs assurés, qu'ils peuvent avoir recours à cette réparation, en fait, parce que c'est tout simplement une réparation de ce que l'on subit de par notre métier, avec l'utilisation des pesticides. Voilà. Une réparation qui est tout à fait relative, parce que financière, alors que jamais ça ne pourra dédommager des effets de la maladie et pour certaines pathologies invalidantes de toutes les années de vie dont sont privées, les années de vie en bonne santé dont sont privées les victimes, quoi. Ouais. Et alors du coup, quelles associations informent véritablement les agriculteurs du lien entre l'utilisation des pesticides et les maladies, les conséquences de cette utilisation massive? Donc oui, il existe des associations qui sont nées, d'ailleurs par contre, de recours en justice de certains agriculteurs ou d'employés dans les coopératives, d'employés qui auraient utilisé des pesticides ou été en contact proche des pesticides, qui sont tombés malades, qui ont eu des difficultés en fait à faire entendre que leur maladie était liée à des pesticides. Donc il y a eu des recours en justice par des associations telles que le collectif des victimes de soutien aux victimes des pesticides. Et il y a aussi chez les agriculteurs aussi le phytovictime. Ces associations-là, en ce qui concerne, moi je connais plus le collectif de soutien aux victimes des pesticides, parce que c'est eux qui m'ont informé que je pouvais avoir une réparation financière pour pouvoir me soigner, tout simplement, de ma maladie.
Et donc je fais partie de cette association et j'essaie d'aider au mieux avec l'énergie qui me reste, on va dire. Ça me tient à cœur. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et merci à tous pour votre soutien.